Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Malgré une année difficile, la marque Boeing reste la marque la mieux valorisée au monde. On va revenir sur ces derniers chiffres du cabinet Brand Finance dans un instant. On parlera aussi du retour sur Terre de l'astronaute européen Andreas Mogensen avec l'équipage du Crew 7. Et puis on passera un coup de fil à Jean-Luc Maria, cofondateur de la start-up française Exotrail, qui vient de réaliser un test majeur de son Space Van en orbite terrestre. Et puis dans votre talk, on va se tourner vers la Chine. Grâce à ses ambitions lunaires, la Chine entraîne la France dans sa course et offre aux ingénieurs français la mise au point de nouvelles technologies lunaires. On va découvrir lesquelles dans quelques instants. Et alors que la Chine poursuit son chemin souverain vers l'espace, elle pourrait bien ouvrir de nouvelles perspectives à notre pays, mais aussi peut-être à l'Union européenne. On va faire le point sur ce sujet dans cette émission. Mais d'abord, tout de suite, l'actualité sur Bismart. En 2023, Boeing reste l'entreprise d'aérospatiale de défense la plus valorisée au monde. Pourtant, Boeing accuse une baisse de 8% de sa valeur à 16,2 milliards de dollars. Selon de nouvelles données de Brand Finance, un cabinet d'expertise, Airbus, elle, reste deuxième avec une valeur de marque de 16,1 milliards de dollars, propulsée en revanche par une augmentation de 12% de sa valeur de marque. Et puis toujours selon le cabinet Brand Finance, la marque Airbus est à nouveau la marque aérospatiale de défense la plus forte au monde, avec une augmentation de 2 points du score de l'indice de force de la marque, ce qui la maintient et maintient sa note en triple A. Autre actualité, Andreas Mogensen, l'astronaute européen de nationalité danoise, est rentré sur Terre cette semaine après 6 mois dans l'espace. Sa mission, nommée Eugene, était la deuxième mission de l'astronaute à bord de la Station spatiale internationale. Alors, dans la matinée du 12 mars, le vaisseau Crew Dragon Endurance de SpaceX ainsi que son équipage ont améri dans le golfe du Mexique. L'équipage a été rapidement récupéré par le navire Megan. Andreas Mogensen, qui était le pilote du Crew Dragon, cumule ainsi près de 209 jours de micro-pesanteur. Et pour rappel, le russe Konstantin Borisov faisait lui aussi partie de l'équipage du Crew 7, ainsi qu'une américaine et un japonais. Son retour était donc l'occasion de rappeler que l'espace nous unit tous, selon les mots de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Dernière actualité, après une levée de fonds de 54 millions d'euros cette année, la start-up Exotrail a testé pour la première fois son Space Van en orbite terrestre. Pour en parler, nous avons en ligne avec nous Jean-Luc Maria, cofondateur d'Exotrail. Bonjour Jean-Luc, bienvenue dans Smart Space. C'est un tournant que vous venez de vivre chez Exotrail ? Oui, bonjour Cécilia. Alors effectivement, Exotrail, vous commencez à nous connaître, on s'intéresse à tout ce qui bouge dans l'espace. Donc tout ce qui a besoin de bouger, en plus du mouvement naturel des objets, parce qu'il y a de plus en plus de satellites. Et tous ces satellites, ils vont avoir des besoins de rejoindre leur position nominale pour fonctionner. Une fois à position, ils vont avoir besoin d'éviter des collisions avec d'autres objets. Et puis, ils peuvent se reconfigurer éventuellement en cours de mission, donc d'aller se déplacer à un autre endroit de l'espace. Et puis aussi des préoccupations en fin de vie, de pouvoir bouger les satellites, de libérer en fait la place qu'ils occupent pour des nouveaux. Tout ça, c'est de la mobilité, c'est ce qui nous intéresse chez Exotrail. Et depuis 2017, on a créé la société. On suit une stratégie de maîtriser 3 briques de base de la mobilité spatiale. Des moteurs, un satellite manœuvrant, qui utilise bien évidemment nos moteurs, et toute une couche logicielle de compréhension, définition, optimisation et opération de la mobilité dans l'espace. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, sur quoi on a communiqué, ça a été la première démonstration réussie d'un cas d'usage qui est la livraison en orbite, qui s'appuie sur le satellite manœuvrant que l'on a développé, qui s'appelle le Space Van. Et donc ce cas d'usage, c'est un cas d'usage important aujourd'hui pour les usagers de l'espace, parce que le modèle d'accès à l'espace est de plus en plus un modèle où on part à plusieurs, les fameux vols transporteurs de SpaceX en particulier. Sauf que ça amène tout le monde au même endroit, en même temps, à peu près. Tout le monde est libéré à peu près au même endroit. Et donc il y a un besoin, c'est un premier cas d'usage de logistique spatiale, parce que c'est bien de ça dont on parle,
qui est de pouvoir amener l'objet à un endroit qui n'est pas celui de la séparation avec la fusée. Et donc, ce qu'on a testé la semaine dernière, c'est que pour la première fois, on a libéré un objet qui était embarqué à l'intérieur de notre véhicule, à l'intérieur de notre Space Van, et on a positionné cet objet à l'endroit où il devait fonctionner. Cet objet, c'était un petit satellite. À bord de ce petit satellite, on avait un client qui s'appelle Airbus, et c'est très intéressant parce que Airbus va tester à bord de ce satellite une technologie qui préfigure des besoins technologiques pour des futurs cas d'usage plus complexes, de rendez-vous en orbite en particulier, qui est un peu la suite de l'histoire de la logistique spatiale. C'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre, que vous venez de très bien définir. Ce Space Van, il a quelle vocation à long terme? C'est-à-dire que combien vous voulez en produire à l'année? Quels besoins vous allez pouvoir exploiter peut-être? Et à partir de quand, surtout, puisque le test est réussi aujourd'hui? Alors, à partir de quand? C'est à partir de maintenant, parce qu'on a réussi cette première démonstration. C'est effectivement, comme je le mentionnais, un premier cas d'application, ce que j'appelle un premier cas d'usage, qui est vraiment la logistique du dernier kilomètre. Mais ce Space Van, et on en a fait une première démonstration, ce qu'on appelle en orbite basse, et ce Space Van, il a vocation pour nous à aller ensuite adresser d'autres endroits dans l'espace, donc d'autres orbites. Donc on travaille déjà sur un modèle de Space Van pour aller adresser l'orbite géostationnaire en particulier. Et on commence à percevoir aussi un intérêt pour aller au-delà, donc soit pour des missions un peu plus d'exploration, soit pour commencer à adresser des besoins d'économie lunaire. Donc dans notre feuille de route, très clairement, la première démonstration qu'on a faite est une première brique autour de laquelle on va pouvoir construire le futur de notre offre pour des cas de livraison en orbite, mais aussi pour progressivement aller adresser d'autres cas d'application beaucoup plus complexes qui pourraient être de l'inspection, du ravitaillement de satellites, de l'extension de durée de vie, etc., etc. Merci beaucoup Jean-Luc Maria, cofondateur d'Exotrade, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actu aujourd'hui pour intervenir sur cette actualité, un véritable milestone pour votre entreprise, le test réussi de votre Space Van. On enchaîne quant à nous après l'actualité avec le Space Talk sur Bismart. Alors que la Chine n'en finit plus de s'étendre vers l'espace, la France et même l'Europe pourraient trouver en elle un nouveau partenaire. On va en parler dans cette émission aujourd'hui avec à mes côtés Béatrice Hainaut, chercheure d'espace à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, on a Pierre-Yves Messelin, enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 3 et planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors Béatrice Hainaut, je me tourne vers vous en premier. Les ambitions chinoises, elles sont énormes. Le pays vise la Lune pour 2030. Oui, tout à fait, même éventuellement avant 2030. Alors, c'est vrai que si on va avoir une idée des ambitions spatiales de la Chine, on peut aussi se référer à ces documents officiels qui permettent d'avoir vraiment l'étendue finalement des ambitions qui sont tous azimuts. On pense au livre blanc qui a été publié en janvier 2022, qui parle de la Lune, mais pas seulement. Et puis, très récemment, le livre bleu également qui a été publié en février de cette année, en fait, qui donne un peu les perspectives pour l'année à venir et même sur les 2 ans à venir. Donc effectivement, on a par exemple le satellite de relais de communication autour de la Lune, et puis on a bien sûr également l'accent mis sur aussi la technologie des lanceurs qui est vraiment clé pour retourner, pour aller sur la Lune. Pour aller sur la Lune. La Chine n'y est toujours pas allée, donc c'est très intéressant. De manière humaine, non. De manière humaine, non. Par contre, technologiquement, vous faites bien de le rappeler, en exploration robotique, elle a été précurseur à ce niveau-là. Tout à fait. Il y a plusieurs missions qui ont été réussies, dont une qui a vraiment frappé les esprits des scientifiques et aussi des médias, parce que c'était la première sur la face cachée de la Lune. Oui. Je pense qu'on en reparlera dans cette émission, mais effectivement aussi des prouesses technologiques qui sont quand même assez remarquables. Et ces prouesses technologiques, aujourd'hui, la France peut en bénéficier. Et c'est peut-être là que vous intervenez, Pierre-Yves, dans votre travail. Vous travaillez pour une technologie qui doit servir à l'exploration lunaire chinoise. Effectivement, donc je suis le responsable scientifique d'une expérience qui va être embarquée à bord de la mission Chang'e 6, qui devrait décoller depuis la Chine au mois de mai de cette année. De cette année, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite, même si c'est pas la fin de l'expérience, parce qu'en général, on est à mi-chemin au moment du lancement, à peu près. Alors c'est une mission très courte qui va durer à peu près 50 jours,
puisque ça va être une mission de retour d'échantillons. Et ce seront les premiers échantillons qui vont être ramenés depuis la face cachée de la Lune. Donc du régolithe lunaire? Voilà, du régolithe lunaire. Et nous, notre instrument, donc c'est le premier instrument français qui va être déployé à la surface de la Lune. Et c'est aussi la première collaboration entre la France et la Chine dans le domaine de l'exploration du système solaire. Mais voilà, notre instrument, donc, qui lui va rester sur la Lune, c'est un instrument purement scientifique. Donc de ramassage du régolithe, c'est ça? Non, lui, alors notre instrument va étudier l'origine et la dynamique de l'exosphère. Une exosphère, c'est ce qu'on appelle une atmosphère extrêmement ténue. Donc une enveloppe de gaz qui entoure la Lune, et on va essayer de comprendre l'origine de cette petite atmosphère. In situ. In situ. D'accord. Ça, on l'avait jamais fait, c'est-à-dire que vous l'avez dit, mais j'insiste sur ce point, c'est important, c'est ce qui révèle aussi l'intérêt de la France de se tourner vers la Chine. Ces technologies à destination de la Lune, on les avait jamais réalisées. Alors, nous, ça s'inscrit dans une recherche scientifique qui avait démarré depuis les missions Apollo. Donc moi, mon instrument vraiment arrive est complémentaire d'autres expériences qui avaient été faites. Il n'y a pas de rupture technologique dans ce qu'on fournit à la Chine, mais par contre, la Chine est de plus en plus soucieuse, en fait, d'embarquer des instrumentations scientifiques performantes, puisque c'est vrai qu'un des moteurs de son exploration de la Lune, initialement, c'était quand même développer des technologies, mais voilà, ils se soucient de plus en plus du retour scientifique de leurs expériences. Et donc là, on en est aussi, avec Chang'e 6, on sera à la 6e mission lunaire chinoise. Donc elle a tout enchaîné avec succès. C'est ça qui est impressionnant. Depuis 2007, on a eu Chang'e 1, Chang'e 2, qui étaient démontré leur capacité à se mettre en orbite autour de la Lune. Ensuite, il y a eu Chang'e 3, Chang'e 4, se poser à la surface de la Lune et déployer un petit rover qui a parcouru plusieurs centaines de mètres autour du lander. Et ensuite, le dernier volet jusqu'à présent, c'était Chang'e 5 et Chang'e 6 autour d'échantillons. C'est assez impressionnant. C'est vrai vous vous rappelez l'échelle de temps qui est assez intéressante à partir de 2007. Et alors non seulement il y a eu cette approche autour de la Lune, mais il y a aussi la construction de cette station spatiale, Tiangong, en orbite autour de la Terre, exclusivement chinoise. Quel est le regard de l'Europe et même peut-être de la France sur cette avancée fulgurante de la Chine et puis cette indépendance surtout? Juste avant, peut-être une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est pour ça que je rappelais l'importance des documents un peu programmatiques de la Chine, comme le plan quinquennal. Donc, tous les 5 ans, et ce livre bleu qui est annuel. Et ce qui est frappant, finalement, c'est cette régularité, l'annonce des projets. Alors, il peut y avoir quelques retards, parce que dans le spatial, même quand on est très bon, on a du retard. Mais le fait que la Chine est malgré tout au rendez-vous. Alors, elle a des avantages politiques pour cela, on le sait bien. Il y a une stabilité politique qui le permet. Il n'y a pas de... C'est important de le rappeler. Il n'y a pas d'alternance non plus dans le budget. Et il y a moins à justifier aussi de certaines dépenses qu'on peut avoir, nous, dans notre pays. Donc, ça peut aider. Ensuite... le regard qui peut être porté, on peut aussi voir au niveau français juste le fait que, je tiens à le souligner parce qu'on est en 2024, on va fêter les 60 ans des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la France. Donc la reconnaissance de la République populaire de Chine en 1964, ce qui est important. Et puis ce qui a suivi bien longtemps après, mais un accord de coopération, on va dire, ou un partenariat global en 1997 qui structure encore aujourd'hui la coopération spatiale, même si on a des accords complémentaires qui derrière se sont cumulés. Donc il y a une reconnaissance de la France, de ce pays très dynamique, très voulant faire des progrès scientifiques, etc. Et la volonté de la France, qui est au moins du point de vue scientifique, de vouloir s'engager à ses côtés dans des domaines qui restent très circonscrits, puisqu'on est plus dans les domaines, donc vous l'avez dit, de l'exploration, l'astronomie ou encore de l'observation de la Terre. On est vraiment sur des domaines scientifiques. On est sur une relation qui est surtout structurée par le CNES, où après il y a plein d'autres acteurs, des universités, des centres de recherche, etc. Mais ça se focalise là-dessus. Juste pour souligner qu'en novembre de l'année dernière, il y a eu le 13e comité mixte spatial franco-chinois, donc avec le CNES et son partenaire chinois, qui est un comité qui se réunit régulièrement. Bon, il y a eu la parenthèse du Covid, mais pour faire le point un peu sur tous les projets en cours et puis éventuellement les futurs projets. Est-ce que ce partenariat entre la France et la Chine s'est intensifié après l'exclusion, j'allais dire, du partenaire historique russe ?
Est-ce que c'est un peu difficile? Oui. Je dirais, alors, il y a eu une forte augmentation de la collaboration entre la France et la Chine depuis depuis le milieu des années 2000, début des années 2010. Donc, comme vous le disiez, dans le domaine de l'observation de la Terre, dans le domaine de l'astrophysique, astronomie, et puis dans le domaine maintenant de l'exploration spatiale. Mais voilà, il y a toujours la question combien de temps cette collaboration va pouvoir perdurer. Parce que pour ce qui est par exemple de l'exploration de la Lune, c'est vrai que l'ambition ensuite de la Lune, c'est de développer une station lunaire à la surface proche du pôle sud de la Lune. Et elle a comme le projet de développer cette mission, notamment avec la Russie. Et c'est là où ça pourrait poser problème, c'est ce que vous dites, pour l'instant, de la part des... Donc tout le monde attend, en fait, de voir quelle va être la position de la Chine vis-à-vis de la Russie. Alors pour l'instant, on nous demande de pas s'engager, même en tant que scientifique. On nous encourage à continuer de collaborer avec les Chinois dans d'autres domaines, y compris peut-être sur les missions suivantes Chang'e, alors pas Chang'e 7, parce qu'elle est déjà trop avancée, mais peut-être Chang'e 8. Il y a encore des fenêtres d'opportunité de collaboration. Mais le programme suivant qu'elle va initier dans les années, début des années 2030, 2032, 2035, qui sont les missions ILRS, là, pour l'instant, on n'a pas eu encore... S'installer sur la Lune, on ne sait pas encore avec qui on veut le faire. C'est vrai que vous faites bien de le rappeler. La France et l'Europe ont des accords avec les États-Unis, les accords Artemis, pour retourner sur la Lune. Donc il y a cette position où on ne voudrait pas froisser notre partenaire américain. C'est ça. On est un petit peu sur une ligne de crête, entre le programme Artemis et puis travailler avec les Chinois, parce que nous, c'est vrai qu'en tant que scientifiques français et européens, on n'a pas encore nos capacités de se déployer à la surface de la Lune, donc on doit il faut quand même qu'on aille flirter avec des partenaires intéressants. Les seuls qui sachent le faire de manière fiable pour le moment, c'est les États-Unis et la Chine, parce que la Russie n'est plus vraiment dans le jeu aujourd'hui. Ouais, sachant que la Chine reste aussi très prudente maintenant quand elle parle de son projet ILRS. Elle évite de citer la Russie pour capter les partenaires. Alors, ce n'est pas forcément à destination de la France, mais en tout cas à destination des pays qui sont capables, qui veulent, qui ont une volonté. Donc, elle est elle aussi assez prudente. Elle aussi, finalement, on pourrait dire sur cette ligne de crête, pour capter de la coopération. Elle y arrive. Il y a aussi l'Égypte qui vient de rejoindre ce projet. C'est un pays qui a des compétences malgré tout, certaines, etc. C'est pas comme la France, mais voilà. Et donc, on voit qu'elle reste aussi, elle aussi, prudente. Et puis, juste sur la coopération peut-être européenne en général, vous parlez de la station spatiale, parlons peut-être de Tiangong, où finalement, il pourrait y avoir des expériences, et il y aura des expériences de pays européens dedans, mais l'ESA a quand même fait le choix, s'est positionné en disant il n'y aura pas d'astronautes européens à bord de Tiangong, justement parce qu'il y a cette relation avec les États-Unis. Est-ce qu'il a été précisé une temporalité dans cette déclaration que vous citez là, l'Agence spatiale européenne? Je vous demande ça parce que d'ici 2030, a priori, l'activité de l'ISS sera transformée en activité commerciale. Alors, on ne sait pas bien quelle place ça pourrait laisser aux activités scientifiques qui pourraient être au sein de voyages commerciaux, puisqu'on a déjà une collaboration scientifique commerciale qui se met en place. Mais mine de rien, il n'y aura plus le même accès à l'orbite terrestre. Donc est-ce que là, les choses pourraient changer pour l'Europe du côté de Tiangong? Oui, comme je le disais, il y aura des coopérations scientifiques. Il y a quand même des projets qui ont été retenus pour être menés dans Tiangong. Et puis tout ça se fait quand même en lien, c'est structuré aussi avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies. Donc il y a eu la sélection de projets. Et dans cette sélection de projets, je crois même qu'il y en a un qui est français, si je ne me trompe pas. Alors que c'est un projet, je crois, norvégien, mais qui a en collaboration avec... En fait, chaque projet, où il y a de multiples acteurs, pas qu'un seul, et parfois un centre bien précis, un norvégien, français, italien, etc. Donc on retrouve des partenaires européens. Donc je pense que ce ne sera pas exclusif des expériences qui pourront se faire dans une station privée. Voilà.
Et effectivement, avant même Tiangong, ils avaient développé des prototypes Tiangong 1 et 2. Oui. Et il y a une expérience française, Cardio Space 2, qui avait été développée par le CNES avec des CHU français pour étudier vraiment le système cardiovasculaire en microgravité. Donc, dans les sciences du vivant, dans le milieu spatial, il y a aussi déjà une histoire d'une collaboration entre la France. Oui, il y a une historique. Et puis, voilà, on se garde les portes ouvertes, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a cette symbolique d'envoyer un être humain. En tout cas, voilà, on comprend que diplomatiquement, c'est pas la même chose d'aller mener des expériences que d'envoyer un astronaute à nous mener des expériences. Non, c'est sûr, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça a été réfuté. Voilà, réfuté. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et c'est une déclaration relativement récente. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être, alors à vous de me le dire, une différence de positionnement entre l'Agence spatiale européenne et les nations, comme la France. Et comment on pourrait mesurer cette différence-là? Est-ce qu'il y a plus d'indépendance en tant que pays qu'en tant que fédération de l'Agence spatiale européenne? Vous le sentez comme ça, peut-être, dans cette liberté que vous avez de continuer à travailler avec la Chine, mais sans vous positionner? Alors c'est vrai que nous, on essaie de jouer sur plusieurs tableaux, donc on essaye de passer des fois par l'ESA, mais je dirais, alors je ne veux pas critiquer l'ESA, mais en tout cas dans notre domaine, c'est pas facile, c'est une structure qui n'est pas toujours très souple, ce qui fait que le CNES, par des accords bilatéraux, finalement se donne encore un petit peu de marge de manœuvre indépendamment de l'ESA. Oui, mais ce qui pourra jouer en la faveur de l'ESA, finalement, je pense qu'il y a peut-être cet accord de principe de laisser les pays jouer ce jeu des accords bilatéraux, mais ça, c'est les fondements d'une collaboration peut-être plus pérenne au sein de l'Europe. Oui, tout à fait. Là, on voit bien que les pays européens peuvent s'engager sur des coopérations, à l'inverse de l'ESA, qui n'est pas une organisation politique, intergouvernementale, mais où c'est un peu plus délicat. Elle est quand même impliquée aussi dans Artemis et même avant les autres collaborations avec les États-Unis. Mais l'avantage, je dirais, du CNES ou de la puissance spatiale française, c'est aussi de ne pas dépendre de composants américains, puisqu'on voit bien que certains autres partenaires sont tombés sous le coup des réglementations ITAR, notamment américaines. On pense au rover Rachid 2 des Émirats arabes unis, qui ne pourra pas partir avec la mission chinoise. Donc nous, finalement, on a l'avantage d'avoir un peu des composants qu'on dirait ITAR-free, qui permettent cette indépendance et cette souveraineté. Donc c'est aussi un point important, supplémentaire. Et ça, c'est important, c'est un peu le Graal scientifiquement, de s'assurer que notre développement scientifique pourra être redistribué où on le désire, garder le contrôle. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous, sur l'instrument d'Orne qu'on envoie à la Chine, vu qu'on est aussi soumis à ces règles ITAR américaines, on a dû utiliser que des composants. Alors, on a des composants américains, mais qui ne sont pas considérés, ne sont pas dans les règles ITAR. Mais par exemple, on envoie à bord un FPGA français. FPGA, un FPGA, en gros, c'est le petit ordinateur de bord qui fait un composant un petit peu critique. C'est un peu l'intelligence embarquée. C'est ça. Voilà, c'est au niveau des composants, mais donc ce qui fait qu'on développe aussi un peu l'écosystème technologique français du spatial. C'est ça, et les composants. Avant qu'on conclue cette émission, donc départ de votre technologie en mai, c'est ça? Le 3 mai, normalement, depuis le site de Wenchang, dans l'île d'Hainan, c'est une île tropicale chinoise. Voilà, pour une mission de à peu près 1 mois et demi. Et nous, on sera sur place, puisque je pense qu'on va être la première équipe étrangère à pouvoir participer aux opérations de leur mission. Voilà, ils commencent à s'ouvrir, ils sont intéressés. On doit un peu ouvrir les portes, mais ils sont aussi intéressés. Et donc, voilà, on devrait être les premiers étrangers. Donc, vous allez faire le voyage, vous, personnellement? Voilà, on sera une équipe à Pékin, dans un des centres d'opération, pour communiquer avec notre instrument. C'est un peu une découverte aussi de voir comment ça va marcher le suivi de leur mission. Et puis cette collaboration sur place, et puis de découvrir les infrastructures, parce que ça c'est peut-être le mot de la fin, mais on n'a pas toujours de date de lancement avec la Chine, c'est parfois un peu opaque, et ça participe aussi à ce mystère-là, et peut-être à cette crainte qu'on a de l'Europe au global. Oui, alors il y a un accès à la formation qui est peut-être pas facile, alors non seulement parce qu'on ne trouve peut-être pas la formation tout simplement, il y a la barrière de la langue, et puis on est peut-être aussi un peu plus ou moins conditionné par le fait
fait que les États-Unis voient quand même la Chine d'un mauvais œil. Bien sûr, c'est une course. Et voilà, et quelque part, on a aussi ça dans notre esprit, ça nous structure un petit peu, même inconsciemment peut-être. Donc on est un peu parfois retenu par toutes ces barrières, je pense. Merci Béatrice Seynaud. Je rappelle que vous êtes chercheuse d'espace à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau. Merci à vous Pierre-Yves Meslin. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 3 et planétologue à l'Institut de recherche et d'astrophysique et planétologie. Merci à tous de nous avoir suivis. À la production, Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.